Avec moi pour m'accompagner dans cette émission, Alexis Izard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne et Adrien Clouet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Haute-Garonne. Alors hier, le projet de loi retraite a été adopté en Conseil des ministres. La réforme n'a pas beaucoup évolué depuis la présentation par la Première ministre le 10 janvier dernier. Le président a pourtant dit que l'Assemblée pouvait aménager ce texte, mais Marco Pommier, le gouvernement pour l'instant se montre assez inflexible. Oui Brigitte, le gouvernement n'en démord pas, il affiche sa détermination et souhaite aller au bout de sa réforme sans renoncer au report de l'âge légal à 64 ans, inflexible aussi sur les 43 années de cotisation obligatoire pour obtenir une retraite à taux plein, inflexible enfin sur les actifs qui ont commencé à travailler à 20 ans et qui devront cotiser 44 ans et pas 43 ans comme pour tous les autres Français. Alors hier, à la sortie du Conseil des ministres, Olivier Dussopt, ministre du Travail, a été très clair. Revenir sur les mesures d'âge, ce serait renoncer au retour à l'équilibre budgétaire du système. Bref, au gouvernement, on continue de défendre une réforme juste et responsable, mais pour l'instant, ce message, il ne convainc pas ni les syndicats, ils sont tous opposés à cette réforme, ni une grande majorité de Français, ils le disent d'ailleurs dans les sondages, ni l'opposition politique, hormis peut-être les Républicains. Merci Marco Pommier. Alexis Izard, le projet de loi retraite a donc été adopté hier en Conseil des ministres, mais on voit bien que les Français y sont majoritairement opposés. Selon les sondages, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue la semaine dernière, une nouvelle mobilisation le 31 janvier prochain. Le principal mot d'ordre, c'est on ne veut pas travailler 2 ans de plus. Est-ce que vous pourriez bouger sur ces 64 ans? Moi, ce que je veux dire déjà, c'est que la réforme telle qu'elle est proposée, c'est tout d'abord, effectivement, ce recul de l'âge de retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme dite Touraine. Pour la plupart des personnes concernées, c'est jusqu'à 9 mois de travail en plus. Ce n'est pas 2 ans tel que vous pouvez l'annoncer ou tel qu'il a été dit, étant donné que les personnes auraient déjà été concernés par cet allègement de temps de travail. Ce que je veux dire ensuite, c'est que cette réforme, bien que compliquée pour beaucoup de Français, et ça je l'entends très sincèrement, elle est nécessaire, si ce n'est que pour maintenir, pour protéger notre système de solidarité intergénérationnelle qui est notre système par répartition. Il est nécessaire et il faut en profiter. Et moi, j'appelle mes collègues parlementaires à en profiter pour amender au maximum ce projet de réforme, pour le rendre encore plus juste et pour apporter des avancées sociales. Est-ce que c'est la seule solution pour, comme vous dites, sauver le système? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que de décaler de 2 ans l'âge de départ à la retraite? Effectivement, il y en a d'autres. Il y a même 3 solutions finalement. Il y a effectivement ce report de l'âge pour augmenter le nombre de cotisations. Il y a l'augmentation des cotisations sur les salaires, c'est donc une baisse des salaires ou alors une hausse des charges pour les entreprises, mais qui irait à l'encontre de l'embauche. Et la troisième, la dernière, ce serait de diminuer les pensions. Diminuer les pensions de retraités qui ont déjà cotisé toute leur vie pour accéder enfin à leur retraite. Nous, on veut aller à l'inverse, c'est-à-dire augmenter les pensions de retraite pour les retraités et faire un petit effort sur la durée de cotisation, sur la durée de temps de travail. Adrien Clouet, quand on entend Alexis Izard, on n'a finalement pas tellement le choix. Il faut la faire, cette réforme des retraites. Évidemment que non, il ne faut pas la faire. Le Conseil des ministres règne aujourd'hui dans un isolement splendide puisque tout le pays est contre eux, tous les syndicats, tous les corps intermédiaires, toutes les associations. Donc il ne reste plus qu'une trentaine de personnes qui vraiment font confiance à Madame Borne dans le pays. On comprend mieux pourquoi elle n'a jamais voulu avoir le vote de confiance qu'on demande depuis le mois de juin dernier. Mais vous avez peut-être oublié une grande majorité silencieuse qui ne s'est pas prononcée, qui n'a pas manifesté? On n'a pas besoin de manifester pour connaître l'opinion des gens. Vous venez de citer vous-même à l'instant les instituts de sondage, les opinions qui sont récoltées par les spécialistes du domaine et on voit qu'entre 70 et 90% de la population y est hostile. Donc il y a une hostilité totale par rapport au projet. Maintenant, la question qui se pose, et c'est ce que tu viens de dire à l'instant, c'est quelle option on prend? Il y a l'option que conservent les macronistes en l'occurrence, c'est de repousser l'âge de départ. Finalement, c'est un impôt sur la mort. C'est ça dont il s'agit, puisque entre 62 et 64 ans, il y a 15 000 décès qui ont lieu. Donc 15 000 personnes tous les ans n'accéderont plus à leur retraite pour avoir dégagé l'argent que vous voulez trouver. Moi, je pense qu'il y a d'autres pistes et que notamment l'élévation des taux de cotisation sur les plus hauts salaires ou la mise à contribution de celles et ceux qui se gavent dans ce pays depuis 10 ans doit être à l'ordre du jour.
Alexis Izard, le projet a été présenté le 10 janvier par la Première ministre. Depuis, on en est toujours au même point, c'est-à-dire 43 ans ou 44 ans, suivant qu'on a commencé tôt ou pas. Est-ce qu'il y a véritablement des marges de manœuvre ici à trouver au Parlement et sur quoi êtes-vous prêt à lâcher du lest? On a l'impression effectivement que le gouvernement ne veut pas bouger. Il y a des marges qui sont très importantes et je crois c'est finalement entre ce qui nous sépare tous les deux, entre deux collègues, c'est la vision du travail finalement. On a à ma gauche, avec mon collègue de la France Insoumise, une vision qui dit que, avec une retraite, si je ne me trompe pas, que vous voudriez mettre à 60 ans, c'est de dire en gros, de vos 20 ans à vos 60 ans, vous allez travailler, vous allez trimer, ça va être dur, ça va être pénible. Mais à 60 ans, vous partirez à la retraite. Vous serez cassé, mais vous pourrez en profiter. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que, effectivement, au lieu de partir à 60 ans, ce sera peut-être 64 ans, mais nous, ce qu'on veut, c'est que votre travail il ne soit pas pénible. Et c'est pour ça qu'on veut accélérer sur des mesures alternatives qui sont déjà de prendre en compte cette pénibilité et de l'éviter par une possibilité de se réorienter au cours de sa carrière et d'aménager la fin de sa période de travail, c'est-à-dire de prendre une retraite partielle, je veux dire, avec un travail à temps partiel, petit à petit, pour ensuite accéder à la retraite. L'idée est de ne pas être cassé par le travail, mais de s'épanouir dans son travail et d'accéder ensuite à la retraite avec une retraite qui paye, une retraite qui vous permet de vivre de vos vieux jours. Mais ça, c'est vraiment des avancées qu'il pourrait y avoir dans le débat parlementaire? C'est des avancées qui sont déjà dans le projet de réforme et qu'il faut certainement amender encore et notre groupe va y travailler. J'espère que le groupe de mon collègue aussi amènera sa pierre à l'édifice. Alors justement, est-ce que vous voulez amender le texte ou est-ce que vous voulez faire de l'obstruction? On a l'impression que vous avez abandonné l'idée de bloquer finalement les débats ici à l'Assemblée. Non mais attendez, maintenant avec le macronisme, quand on amende un texte, ils nous disent qu'on fait de l'obstruction. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas nous demander de prendre du nombre d'amendements, Adrien Clouet. On ne peut pas nous demander de prendre le texte de bout en bout et d'accepter chaque verbe, chaque virgule, et en même temps de nous demander de l'amender, d'être constructif. Donc il y aura des amendements, ça tombe bien, on a nous un contre-projet qui sera décliné par voie d'amendement, ce sera projet contre projet tout au long de la discussion parlementaire. Combien d'amendements vous pourriez déposer? La question c'est combien seront retenus, donc on préfère en faire trop que pas assez. Mais je voudrais rebondir quand même sur un élément que tu évoques à l'instant qui est vraiment important. Tu dis, à raison, beaucoup de gens sont brisés par le travail parce qu'ils doivent tenir des charges à bout de bras, parce qu'ils ont de l'exposition à du froid, du chaud, etc. Mais alors pourquoi vous reportez l'âge de la retraite maintenant, avant d'avoir mis en place ce qui permettrait de leur faire tenir dans le boulot? Vous êtes en train de dire, il faut que les gens puissent rester au travail dans des bonnes conditions, mais vous les forcez d'abord à y rester plus longtemps avant d'aménager les postes de travail. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, sur le travail, qui est important, c'est qu'en fait, dans ton discours, on dirait que les retraités ne travaillent pas. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est à la retraite? C'est quelqu'un qui est dans des associations, qui fait du bénévolat. Moi, dans ma circonscription, le Téléthon, il ne tiendrait pas sans les retraités. Dans ma circonscription, les associations sportives, elles ne tiendraient pas sans les retraités. Les cours de danse, culturels, de théâtre ne tiendraient pas sans les retraités. Même quand mais il y aura toujours des retraités en France, Adrien. Il y aura toujours des retraités. Alors, plus on prolonge l'âge, plus on reporte l'âge, moins il y en aura d'abord. Et surtout, moins ils seront en état de pouvoir se rendre utiles, de pouvoir faire contribuer le plus grand nombre à ce qu'ils et ce qu'elles savent faire. Alors, moi, quand j'étais gamin, le voisin, là où j'habitais, c'était un retraité d'EDF. Eh bien, dans notre quartier, dès lors qu'il y avait une panne électrique ou un problème de compteur, on avait quelqu'un qui était là à disposition. Il n'a jamais arrêté de travailler. Il a toujours été électricien, toute sa vie, y compris à la retraite. Et être retraité, c'est aussi ça. C'est pas parce que ces gens-là ont de la valeur qu'il faut laisser tomber sous prétexte que cette valeur, elle n'est pas lucrative. Alors on va poursuivre ce débat dans quelques instants, mais je voudrais à présent qu'on retrouve un député Les Républicains, Julien Dive, député LR de l'Aisne, parce que cette réforme et ce vote de la réforme dépend en grande partie de la droite. Vous le savez, votre groupe, il est scruté puisque le gouvernement compte dessus pour avoir une majorité. Où vous en êtes des discussions? On sait que vous êtes plutôt sur une ligne un peu plus sceptique sur cette réforme des retraites. Tout simplement, je pense qu'on est le seul groupe peut-être à faire parler un peu plus la démocratie en son sein, en respectant déjà les différentes sensibilités, pour arriver à une convergence de positions, en tout cas pour réussir à définir une position commune. Dans tous les cas, ça nous oblige nous-mêmes à valoriser ce qu'on a tous de commun, c'est-à-dire le travail, valoriser le travail. Et je pense que, quelles que soient les positions des uns des autres, que ce soit sur la réforme, que ce soit opposé à la réforme en l'état actuel des choses, on est tous conscients que le seul socle qu'il nous faut défendre pour les Français, c'est la question de la valeur travail. Valoriser le travail accompli tout au long de la carrière, valoriser le travail aussi de celles et ceux qui ont eu des carrières longues particulièrement. Et c'est là où on a des points de débat qui sont importants, qui sont sains, je pense, dans un groupe politique. Et c'est ce qui nous amène aussi à porter, et c'est grâce au travail parlementaire qu'on arrivera peut-être à faire évoluer cette réforme des retraites. Quelles sont vos conditions pour la voter, cette réforme des retraites ?
Déjà, avant d'avoir des conditions pour la voter, c'est déjà de porter un certain nombre de mesures. Et dans les mesures que nous, on porte, c'est déjà de tenir compte de celles et ceux qui sont en carrière longue, qui ne sont pas pris en compte quand ils ont commencé leur carrière, par exemple, à 20 ans, entre 20 et 21 ans, on sait qu'il y a un gros raté. C'est de tenir réellement compte des carrières longues, parce qu'on sait qu'il y a un peu plus de la moitié des Français qui ont débuté avant 20 ans, qui ne sont pas reconnus carrière longue parce que le mécanisme de prise en compte des trimestres pour une carrière longue n'est pas abouti. Et en fait, on sait que beaucoup de Français passent au travers des mailles du filet. Je voyais l'autre jour un ministre qui expliquait qu'il fallait, une personne qui lui posait la question parce qu'elle avait commencé à 18 ans, qu'il fallait qu'elle fasse 46 ans de travail, alors que d'autres vont faire 42, 43. Donc il y a une forme d'inéquité encore dans cette réforme. Vous le savez, Julien Dive, il y a des comptages qui circulent. Nos confrères de France Inter en font aussi. C'est quoi dans votre groupe? C'est un tiers pour, un tiers contre, un tiers pour l'abstention? Il est vraiment divisé, votre groupe? Ce qui est certain, c'est que chacun exprime sa position en l'état actuel des choses. Maintenant, ce qui comptera à la fin, c'est le point final sur lequel nous aurons défini une position commune et le vote qui sera ensuite exprimé, soit en première lecture, soit en seconde lecture, parce qu'encore une fois, il n'est pas certain qu'il y ait un vote en première lecture dans la mesure où le temps est imparti. Dernière question, la motion référendaire de la NUP, est-ce que vous pourriez la voter? On a une position commune aussi là-dessus. Ce matin, on en a discuté. À partir du moment où le Parlement est saisi sur un sujet aussi important que la réforme des retraites, c'est quand même assez malvenu de se dessaisir d'un texte aussi important et de dire finalement on renvoie au référendum. Donc non, le groupe ne votera pas la motion référendaire. Merci beaucoup Julien Dive, député Les Républicains très convoités par le gouvernement sur cette réforme des retraites. Alexis Izard, vous avez entendu Julien Dive qui dit qu'il y a encore des inéquités dans cette réforme et il dit notamment qu'il n'est pas admissible que certaines personnes travaillent 44 ans alors qu'on nous avait annoncé 43 ans, une accélération de la réforme Touraine dont vous nous parliez d'ailleurs au début. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Est-ce que ce sera ouvert dans le débat parlementaire? Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'inéquités dans le système de retraite qui existait déjà avant la réforme et c'est pour ça que cette réforme elle peut être l'occasion d'en corriger un certain nombre. Nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on décale l'âge de départ. Mais toutes ces inégalités existaient déjà. La période le nombre d'années cotisées était un minimum et pas un maximum. Et ça reste le cas. Donc effectivement, il y avait déjà un certain nombre d'inégalités. Profitons de ce projet de loi, profitons de discuter à l'Assemblée nationale pour l'améliorer et pour aller dans le bon sens. La motion référendaire qui a été évoquée aussi avec Julien Dive, elle a été déposée par 98 députés de gauche. Vous, Adrien Clouet, vous pensez qu'elle peut passer, cette motion référendaire, dans l'hémicycle? Je le pense et je l'espère. Dès lors qu'on a une situation de blocage, on a Emmanuel Macron et ses proches d'un côté, on a de l'autre côté à peu près tout le monde dans le pays. Comment on dénoue le conflit? Sauf que c'est quasiment voué à l'échec, étant donné que les Républicains ne souhaitent pas voter cette motion. Vous savez, toute lutte est vouée à l'échec avant qu'on la gagne. On disait pareil en 95, on disait pareil sur le contrat de première embauche. Sauf que dans l'hémicycle, c'est assez mathématique. Ça dépend qui vient. Et ça dépend surtout ce qu'on va entendre en revenant en circonscription ce week-end. On voit aujourd'hui tous les jours des députés macronistes ou de droite devenir un petit peu hésitants, avoir un peu la main qui tremble lorsqu'ils se rendent compte de la manière dont ils et elles sont interpellés en circonscription. Et donc, plus la pression va monter, plus ils vont être amenés à devoir rendre des comptes à leurs électeurs. Et donc, je fais confiance à ces électeurs pour obtenir un vote dans le bon sens lundi. On va écouter à présent la voix du Rassemblement national avec Philippe Ballard, qui est député RN de l'Oise et qui est à votre micro, Marco Pommier. Oui Brigitte, Philippe Ballard, Emmanuel Macron reste inflexible sur le report de l'âge légal à 64 ans. Le président qui ne souhaite pas une victoire de l'irresponsabilité, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que cette réforme, elle n'est pas indispensable ? Écoutez, avec tout le respect qu'on doit au chef de l'État, je pense que c'est Emmanuel Macron qui est irresponsable, sa majorité, son gouvernement. On a l'impression quand même qu'Emmanuel Macron prend un malin plaisir à se promener dans un pays incandescent avec un bidon d'essence dans une main et un briquet dans l'autre. Puis il se dit, tiens, maintenant on va voir ce que ça donne. Bon, cette réforme, les Français n'en veulent pas. Ça se voit dans les sondages. Il y a même un sondage qui a annoncé 76% des actifs qui ne souhaitaient pas cette réforme. Ça se voit dans la rue. Ça s'est vu il y a quelques jours. Ça se reverra sans doute à l'avenir. Donc la responsabilité cette fois, ça serait de retirer tout simplement cette réforme qui est brutale, qui est inefficace et qui est complètement injuste. Et ça, les Français le comprennent très bien maintenant.
La NUPES annonce aujourd'hui qu'elle va déposer une motion référendaire contre la réforme des retraites. Alors on le rappelle, c'est un outil parlementaire qui interrompt les débats pour soumettre le projet de loi à un référendum. Est-ce que le Rassemblement national pourrait voter cette motion référendaire de la gauche ? Écoutez, plus globalement, je pense que tous les moyens sont bons pour s'opposer à ce projet de réforme complètement inique. Il y a le travail à l'Assemblée nationale, puis il y a la rue, il y a les grèves. Vous savez, le Rassemblement national n'appelle pas à ces manifestations à faire grève, mais rien n'interdit à un élu du Rassemblement national, à des militants, à des électeurs, il y en a sans doute énormément qui sont allés défiler, à se joindre à ces cortèges. Et voilà, donc tous les moyens sont bons pour s'opposer. Donc vous pourriez la voter éventuellement ? Oui, on va en discuter en réunion de groupe, mais voilà, vous savez, on avait voté une motion de censure, la première sur les 10 déposées par la NUPES. On l'avait voté, ce qui avait surpris un petit peu tout le monde, mais quand un sujet est mauvais, très mauvais, inique pour la France et les Français, je pense que tous les moyens peuvent être bons pour s'y opposer. Merci Philippe Ballard, merci à vous. Adrien Clouet, vous avez entendu Philippe Ballard, tous les moyens sont bons pour bloquer cette réforme. S'il vote votre proposition référendaire, vous acceptez les voix du RN ? De toute façon, il vote ce qu'il veut, moi ça m'est égal. Ce qui est clair, c'est que nous on a écrit une motion, on la dépose. Ça ne vous pose pas de problème en tout cas. On n'a pas été les voir, on n'a pas été chercher leur voix. En revanche, on essaye de démarcher des gens qui seraient plutôt au milieu de l'hémicycle, un petit peu indécis. C'est elles et c'est eux qui comptent. Alors l'étude d'impact sur le projet de loi retraite a été publiée hier et on a appris que toutes les femmes n'étaient pas gagnantes dans cette réforme. Elsa Mondingava sur LCP. Hier, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, a admis effectivement que les femmes seraient un peu impactées. Oui, exactement. Brigitte, vous l'avez dit, le projet de loi a été publié, mais aussi une étude d'impact, en fait un rapport du gouvernement qui donne les conséquences directes de sa réforme. Et on s'aperçoit, par exemple, que pour la génération 1972, les hommes vont devoir travailler 5 mois de plus, les femmes 9 mois de plus. Pourquoi ? Parce que mécaniquement, une partie des femmes vont perdre les trimestres dont elles bénéficient au titre de la maternité. Tout ça, en raison du report de l'âge légal. Vous l'avez dit, interrogé sur notre antenne, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, a mis en avant des dispositifs comme le maintien de la décote à 67 ans, la revalorisation du minimum contributif, encore la prise en compte des congés parentaux, mais a bien dû admettre au final qu'effectivement certaines femmes pouvaient être plus pénalisées que les hommes sur cette réforme. Vous vous en doutez, les oppositions se sont saisies de ces arguments. Ils dénoncent ce matin et plusieurs groupes ont dénoncé une réforme sexiste. Alexis Izard, vous nous dites depuis le début que cette réforme est faite pour les femmes et qu'elle va améliorer leurs conditions. Et on apprend par l'étude d'impact que finalement elles sont plus impactées que les hommes. Alors, pour commencer mon propos, je vais répéter quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le système actuel est déjà très injuste pour les femmes et ne pas faire de loi, c'est garder un système très injuste. Maintenant, je vais revenir sur le fond du sujet. Effectivement, quand on regarde l'impact... Sauf que, une femme qui a une carrière complète peut partir à 62 ans, elle bénéficie de pas mal de trimestres si elle a des enfants et aujourd'hui, ou plutôt demain, avec 64 ans, le bénéfice des trimestres qu'elle a gagnés avec ses enfants sera quasiment inexistant. Bien sûr, quand on regarde le projet actuel, il y a effectivement un écart de quelques mois entre les femmes et les hommes, mais de manière générale, il faut le dire, les femmes partiront toujours de manière globale plus tôt que les hommes. Le terrain sur lequel on peut aller aussi, c'est les pensions reçues par les femmes. Les femmes sont le public qui touche les pensions les plus faibles à la retraite grâce à la réforme et grâce au projet de porter ces pensions à 85% du SMIC. C'est justement ce public-là qui sera le plus concerné et qui verra la plus grosse revalorisation. Donc on ne peut pas dire que ce projet soit, comme vous l'avez dit dans votre propos juste avant... C'est pas un projet qui va creuser les inégalités entre les hommes et les femmes ? On ne peut pas dire ça, justement non. Les inégalités, elles existent déjà et on va corriger une partie. Alors, Adrien Clouet, il y a 60% quand même des femmes qui vont toucher cette retraite à 1 200 €. Il y a les carrières longues aussi, puisqu'il n'y aura pas de décote à partir de 67 ans. On reste à 67 ans. Il y a quand même, pour les femmes qui ont des carrières hachées, des avancées dans cette réforme. Vous les voyez ou pas ? Non. En gros, traduisons ce qu'a dit mon collègue. Avant, c'était pas terrible, demain, ce sera pire. Ça me semble pas extrêmement motivant pour mener une réforme. Et d'ailleurs, je note qu'il a fallu attendre des macronistes eux-mêmes qui lâchent le morceau, puisque c'est, comme vous l'avez dit, M. Riester hier, j'ai entendu tout à l'heure M. Legendre dire la réforme n'est pas juste, mais elle est nécessaire. Allez comprendre donc que maintenant on se met à voter des choses injustes. Mais quoi qu'il en soit, il y a une perte pour la quasi-totalité des femmes dans ce pays. Les trimestres que vous évoquez, c'est 123 000 d'entre elles qui vont y perdre. On peut faire un petit calcul assez rapide parce qu'il est assez révélateur de la situation. Les pensions, tu l'as dit à l'instant, vont légèrement augmenter. Pour les femmes, c'est plus 2% sur quelques décennies. Ça veut dire 28 € en plus par mois.
En échange, elles perdent 2 ans. Et elles doivent travailler 2 ans de plus. En 2 ans, les femmes touchent 30 000 € de pension. Ça veut donc dire qu'entre les 28 € par mois qu'on leur donne et les 30 000 qu'on leur a pris sur les 2 ans, il faut qu'elles aient 1000 mois de retraite pour rentrer dans leurs frais. Donc elles passent 90 ans en pension. On voit bien à quel point c'est ridicule, à quel point toutes vont y perdre et toutes perdront leur capital retraite. On a évoqué Gilles Legendre, il y a Barbara Pompili qui s'est aussi exprimée ce matin une nouvelle fois pour dire qu'il n'y avait pas assez de justice sociale, qu'on ne pouvait pas faire une réforme contre la rue. Il y a quelques voix dissonantes quand même dans votre majorité. Alexis Izard, est-ce que vous pensez tout simplement avoir une majorité pour voter ce texte ou est-ce que vous espérez qu'in fine, il passe finalement par ordonnance ou par 49.3 ? Alors, non seulement je le pense, mais surtout je l'espère. Je vais être très ferme sur ce sujet-là, c'est de dire que pour ma part, mais comme tous mes collègues, nous avons été élus il y a quelques 7 mois sur un projet qui était clair. Le projet de réforme des retraites, sur notre acte, sur notre programme, il était clair. Donc à partir de là, nous savions que nous allions le réformer et il fallait prendre cette réflexion sur nous de travailler comment la rendre le plus juste possible. Alors moi j'invite tous mes collègues et on parle de quelques-uns qui ont pu émettre une opinion dans ce sens-là. Mais moi je les invite à travailler pour la rendre la plus équitable possible. C'est justement pour ça qu'est fait le Parlement, c'est pour ça qu'on a été élus. Aujourd'hui il faut qu'on soit au travail et qu'on fasse avancer cette réforme et qu'elle aboutisse pour les Français à quelque chose de plus juste possible. Alors la réforme va passer par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. On le sait, seulement 20 jours pour étudier le texte ici à l'Assemblée et puis s'il n'y a pas de vote, ça part au Sénat si le gouvernement saisit le Sénat avec l'article 47-1. Est-ce que vous allez vous saisir le Conseil constitutionnel une fois que cette réforme sera passée pour demander si finalement c'est le bon véhicule législatif pour faire passer une telle réforme ? Déjà, on ne va pas jouer le défaitisme si jamais la réforme venait par malheur à passer. Deuxièmement, vous évoquez à l'instant, et vous avez raison, le fait qu'il y a un temps bloqué de 20 jours. Mais signalons que les embrouilles commencent. Notamment ce matin, nos amis socialistes ont demandé à ce que la niche, c'est-à-dire la journée où on examine des textes issus de leur groupe, soit reportée pour ne pas perdre une journée. Alors justement, on va en parler dans un tout petit instant. D'accord, bon, pardonnez-moi, on est comme ça, les filles, on parfois on prend de l'avance dans le débat. Mais donc, on a effectivement un temps bloqué. Du coup, tout ne va pas se jouer ici. Évidemment que nous, on a notre rôle ici, projet contre projet, mais notre rôle comme député, c'est essentiellement d'envoyer les gens dans la rue se mobiliser. Et donc, j'invite l'ensemble des formes de lutte possibles à faire plier le gouvernement, parce que ça va se jouer dehors. Donc vous souhaitez une grève générale, vous souhaitez le chaos dans le pays ? Mais une grève, c'est très organisé, vous savez. Parce que pour faire la grève, il faut se réunir, une assemblée générale, il faut désigner le jour, il faut faire un préavis. Donc la grève n'est absolument pas le chaos. Le chaos, ça existe. Le chaos, c'est Emmanuel Macron, ce qu'il est en train de faire avec son texte de loi, à vouloir gouverner seul contre tout le monde. Mais les grévistes, c'est jamais le chaos. La grève, en général, c'est l'ordre pour que justement le pays fonctionne. Sauf que vous allez bloquer et empêcher peut-être des millions de Français d'aller travailler. On sait que le contexte est quand même difficile, un contexte inflationniste, un contexte avec un problème de pouvoir d'achat. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut se retourner contre vous ? D'abord, les premiers qui payent le jour de la grève, c'est les grévistes, parce que c'est quand même eux qui perdent une journée de salaire. Deuxièmement, je pense qu'il vaut mieux effectivement avoir 2-3 jours de galère que 10 ans de misère après 64 ans. Troisièmement, si jamais effectivement la Macronie se trouvait tout un coup une espèce de sympathie pour les personnes qui seraient impactées, ça tombe bien, on a une proposition de loi qui est déposée permettant à tout le monde de passer en télétravail ou en absence rémunérée lors par exemple d'une pénurie de carburant. Je vous invite évidemment à la voter si effectivement vous voulez faire en sorte que tout se passe bien dans les mois qui viennent. Alors vous nous l'avez dit, l'Assemblée a 20 jours pour voter en première lecture ou en tout cas pour étudier en première lecture ce texte à l'Assemblée nationale. Enfin 20 jours, pas tout à fait. C'est le focus. C'est notre bruit de couloir. Elsa, vous êtes salle des 4 colonnes. Tout s'est joué ce matin en conférence des présidents. Oui, exactement. Adrien Clouet dévoilait un petit peu ce calendrier. Je vous rappelle que les députés ils sont appelés à siéger dans l'hémicycle à partir du lundi 6 février. Ils ont jusqu'au vendredi 17 février. Mais pendant cette période vient s'intercaler une journée, le jeudi 9, qui est la journée d'initiative parlementaire du Parti socialiste, de sa niche donc. Le Parti socialiste a proposé de décaler, a même proposé une date, celle du 27 février. Mais la majorité et le Rassemblement national n'étaient pas pour corriger cette date,
qui est donc maintenu en plein examen de la réforme des retraites, ce qui fait dire aux oppositions de la NUP qu'il y aura un jour en moins de débat. Et à ce stade, autre information, pour l'instant, le week-end du 11 et 12 février n'est pas encore ouvert en séance, mais ça pourrait évoluer. Donc effectivement, on a 20 jours, mais en termes de journée de séance, c'est beaucoup moins. Merci Elsa Mondingava. Alexis Izard, donc 20 jours moins un jour, si on entend bien Elsa Mondingava. Pourquoi avoir refusé finalement de faire sauter cette journée réservée à la gauche alors qu'elle était favorable finalement à la déplacer? Alors moi déjà, je ne suis pas au bureau de l'Assemblée nationale, donc je n'ai pas pris ces décisions-là, mais ce qu'il est certain, c'est qu'il faut profiter du maximum de présence dans l'hémicycle pour étudier ce projet de loi, pour amender dans le bon sens. C'est pour ça, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est d'éviter au maximum les amendements d'obstruction et de faire le maximum d'amendements de propositions. Et nous, on est en tout cas dans un esprit, moi je vous le dis, de travailler au maximum, d'écouter au maximum, et on l'a montré sur tous les propositions de loi précédentes. Je pense à la loi ENR, on a pris énormément de propositions des groupes minoritaires. Donc il faut que ce soit la même chose, il faut qu'on prenne l'intégralité de l'avis de ce Parlement qui représente finalement le vote des Français qui a eu lieu en juin. Et donc moi je vous dis, on est au travail et on le sera le plus longtemps possible dans le temps qui nous est imparti. Voilà, alors le débat touche à sa fin. Merci Adrien Couet. Ah bah non, est-ce que tu es d'accord ou pas avec le fait de retirer une journée? En tout cas, cette journée a été laissée et donc la gauche aura sa journée pour débattre de ces propositions de loi. Merci à tous les deux d'être venus débattre et on passe à présent au focus dans cette émission.